Bonjour tout le monde, ici Azemka avec vous pour les infos d'Azemka. Donc, les infos d'Azemka, c'est moi qui vous présente l'actualité afro qui a capté mon attention durant la semaine. Là, ça fait 3 semaines. Donc, 10e épisode. Donc, il a tardé un petit peu à venir. C'est passé plein de choses dans ma vie. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps en ce vendredi 4 juin 2021. Here we go pour le 10e épisode. Donc, première news, c'était dans The Inquirer, en date du 13 mai. On nous parle d'un anniversaire, un triste anniversaire de 35 ans depuis que la police de Philadelphie a largué une bombe sur The Move Row House. Donc, c'était le 13 mai 1985. Donc, cette organisation-là, le Move, une organisation de Black Liberation and Activist Group. Donc, eux, il y avait comme des liens avec The Black Panthers et puis bon, le gouvernement a jugé bon de larguer une bombe sur un quartier résidentiel habité. Étiez-vous au courant de cette histoire-là? J'avais vu passer aussi un documentaire de RAD qui avait la survivante, la femme, Madame Africa, du, du leader du groupe Move. Reparation, qu'est-ce que la ville... il n'y a aucun président qui est allé faire rire par rapport à ça. Il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent, vous allez voir le lien que je fais. Mais c'est ça, c'est quand même particulier. 1985, c'était hier, là, quand même. Là, en sol américain, une bombe larguée sur ses citoyens. Wow. Le 15 mai, maintenant, c'était dans le Journal de Montréal. C'est la police de Vancouver qui a présenté ses excuses à un juge à la retraite de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans l'article, on lit là, que c'est Monsieur Maître Romilly qui avait été nommé à la Cour suprême en 1995 en Colombie-Britannique, qu'il raconte le récit de ce qui est arrivé. Ça fait penser à ce qui s'est passé au Québec avec Mike Quadio, avec Mamadi Camara. Donc, jamais vraiment posé de questions. C'est toi le suspect, Vietnam, ou le gars avec le manteau rouge, right? C'était la même chose. Il dit, ils m'ont posé aucune question, ils m'ont pas demandé mon nom, ils m'ont menotté. Il dit, ils m'ont menotté dans une hâte indécente. Donc, semble-t-il, là, bon, la police, dans ses excuses, dit que, bon, il n'a pas resté menotté longtemps quand il a révélé son identité. Mais c'est assez troublant de voir ça, à quel point, des fois, les policiers peuvent enquêter pendant des années avant de pouvoir arrêter quelqu'un, tandis que dans d'autres instants, c'est toi, tu viens avec nous, puis t'as plus rien à dire. Donc, vous irez lire cet article du Journal de Montréal en date du 15 mai. Maintenant, le 17 mai, un autre anniversaire en préparation, la mort de George Floyd. On nous fait un article dans le City News Everywhere qui nous dit que, en fait, depuis la mort de George Floyd, à Montréal, il n'y a rien qui a changé. Donc, ils sont aux prises avec les mêmes appels par rapport à l'injustice raciale, la brutalité policière, entre autres. C'était un organisme, le CRAR, C-R-A-R-R, donc Activist at the Center for Research Action on Race Relations. Donc, ils se battent depuis 40 ans contre les injustices sociales. Donc, ils reçoivent les mêmes appels par rapport aux actions de la police. Dans l'article, il parle, c'est peut-être aussi en lien avec le fait que le gouvernement du Québec ne reconnaît pas le racisme systémique. C'est peut-être
part of the problem aussi. Puis, c'est noté aussi qu'il y a 3 ans, les libéraux avaient voulu faire une enquête publique, public consultation, mais ça a été comme annulé parce que l'opposition s'y était opposée. C'était comme, on va mettre put Quebecers on trial. Donc, c'est mentionné aussi que dans cet article-là, que c'est une expression que François Legault aime beaucoup, put Quebecers on trial. Donc, parlez-en pas parce que ça nous fait sentir mal, right? Donc, faudrait pas se sentir mal des injustices. Donc, le 13 mai, c'était The Red Table Talk. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est disponible sur Facebook. C'est Jada Pinkett Smith avec sa fille Willow et la mère de Jada, qui n'arrête pas de l'appeler Gammy. Bref, ces femmes-là reçoivent plusieurs invités à leur table, toujours des discussions très intéressantes. Et puis là, c'était à propos the feud between Black community and Asian community. Les injustices raciales qui sont notoires aux États-Unis envers les Noirs. Et puis depuis les avènements du COVID, ben là, la communauté asiatique était vraiment plus ouvertement victime de racisme. Et puis souvent, qu'est-ce qu'on voyait dans les médias, c'est que c'était des actes qui avaient été perpétrés par des Noirs envers les Asiatiques. Et puis, c'est très intéressant d'aller voir cette entrevue-là. Ils reçoivent cette journaliste Lisa Ling qui dit être américaine d'origine chinoise. Donc, elle-même, elle n'est pas au courant de toute l'histoire. Donc, les Noirs, ils ont quand même un Black History Month, c'est rien, là, je voulais pas dire. Mais on n'a pas The Asian History Month, on connaît pas l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Puis dans l'entrevue, entre autres, on a des atrocités qui ont été faites par le gouvernement, un peuple qui a été banni complètement, le plus grand lynchage de personnes qui avaient été faites, c'était à propos des Japonais. C'est toutes des choses que on ignore. Moi, j'ignorais ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire noire. J'avoue que j'ai peu de connaissances par rapport à tout l'apport des Asiatiques en Amérique. Qu'est-ce que l'autre invité, c'était le docteur Michael Eric Dyson mentionnait, c'est que c'est de la façon que the white supremacy works. Je veux dire, t'as pas besoin d'être blanc pour propager de white supremacy. T'as juste à dire qu'est-ce que eux te disent de dire. Fait que ça... Donc, quand ils disaient, on entendait les commentaires, ils sont rude, they don't care, they don't come to talk to us, puis ils disaient, mais écoute, qu'est-ce que tu dis? Puis c'est ce que les white supremacists vont dire à propos des Noirs aussi. Je veux dire, those people, c'est comme... C'est confrontant, mais vous irez voir cette entrevue, c'était très intéressant. Donc, c'était on the Red Table Talk. Le 20 mai, c'est la maire de Chicago. C'est un article qui nous provient de libération.fr, Liberation. Lori Lightfoot, donc c'est la maire de Chicago, donc deuxième personne noire à être et la deuxième femme à être maire de cette ville. La première femme ouvertement homosexuelle à être maire, première personne ouvertement homosexuelle, point, à être maire de Chicago. Et puis, elle a comme... fait une sortie un peu controversée par rapport, elle a dit que c'est pour rompre avec le statu quo. Donc, les seuls journalistes ayant été accrédités pour l'interviewer étaient des membres de minorité. Elle disait que son point, c'était
vraiment particulier que the representation in media, tout ce qui est les journalistes, dans les conférences de presse et ces choses-là, c'est majoritairement blanc, alors que plus de la moitié de la ville de Chicago est des minorités combinées, mais quand même, quand on les combine tous, ils sont majoritaires. Donc, elle s'interrogeait par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de backlash, encore une fois, un peu comme qu'est-ce que le docteur Michael Eric Dyson disait. C'est ça qu'ils font. Je veux dire, est-ce que c'est mieux de faire, d'exclure quelqu'un? Quand tu es pro-diversité, ça veut dire qu'il faut aussi que tu prennes le parti des Blancs. Je veux dire, à quelque part, c'est... Donc, qu'en pensez-vous? Êtes-vous au courant de tout ça? Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire-là? Quelle est votre opinion? Vous irez lire là-dessus. Ensuite, bon, le 25 mai, un an depuis la mort, le meurtre de George Floyd. Donc, dans les rues de Minneapolis, bon, les membres de sa famille ont défilé, son avocat aussi, ils ont fait des discours. Donc, on sait maintenant aussi que Derek Chauvin connaîtra sa sentence, sa peine, le 25 juin, c'est bientôt, là. Donc, avez-vous espoir d'avoir une lourde sentence pour Chauvin? Est-ce que ça va apaiser quelque chose? On le voyait tout à l'heure, ça n'a comme rien changé vraiment par rapport à qu'est-ce qui s'est fait dans les avancées par rapport aux droits des Noirs, par rapport au comportement de la police envers les Noirs, même à Montréal, qu'est-ce que le CTV News Everywhere nous rapportait. Donc, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette sentence-là? Qu'avez-vous fait pour commémorer cet événement-là, la mort de George Floyd qui a changé carrément... Est-ce que ça l'a changé réellement? J'avais vu un article aussi dans la presse par rapport à ça. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de euh, enchérir un peu qu'est-ce que ça représente? Parce que, comme dans l'autre article, ça l'a comme pas changé. Puis on l'a vu aussi tout au long de l'année, là. Dans qu'est-ce qu'on voyait, le gars avec le manteau rouge, Mamadi Camara, l'avocat Quadio, là, en Colombie-Britannique, il y avait eu un cas à Halifax, donc c'est... Donc, je revois la photo de la petite fille qui dit « Mon papa a changé le monde ». Pour un été, je sais pas, c'est triste, mais j'ai l'impression quand même que les gens ont vite passé à autre chose, malheureusement. Malheureusement. Le 26 mai, c'était le Off-Post. On nous parle de Karine Jean-Pierre. C'est la porte-parole de Joe Biden qui le représente dans la Chambre, justement, pour répondre aux journalistes. Donc, la première femme noire avait été Judy Smith, qui représentait George H.W. Bush en 1991. Donc, le problème, ce n'était pas pour Obama non plus. Voilà. Et puis, donc, elle, Karine Jean-Pierre, née en Martinique de parents haïtiens, elle dit dans l'article « Je suis tout ce que Trump déteste, je suis noire, je suis gay et je suis une mère. » Donc, très intéressant. Félicitations à cette femme. Si vous suivez déjà la politique américaine, vous l'avez déjà vue, déjà entendu. Donc, voilà, Eddie represent. Ensuite, le 31 mai, avez-vous vu ces images? C'est dans voltage.fr que c'est dans une ville qui s'appelle Cergy ou Cergy, en France, en Europe. C'est
une altercation qui a été filmée par une femme qui, elle, a entendu quelque chose, puis elle est allée voir à sa fenêtre, puis elle a vu un homme qui avait été tabassé carrément par un autre homme. Et puis, c'était sur le balcon d'un restaurant, le Brasco. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire? C'est que c'est un livreur de Uber Eats qui arrivait au resto pour aller chercher une commande et qui s'est fait tabasser par cet homme-là. L'histoire, maintenant, on nous raconte que c'est lui aussi, c'était lui aussi, lui qui profère les insultes, un livreur de Uber Eats. Et puis, bon, c'est assez difficile à voir aussi, à entendre tout ce qu'il peut dire. Donc, je sais que maintenant, il a été arrêté en date d'aujourd'hui, qu'on attend son procès, qu'on attend, bon, qu'est-ce qui va se passer. Le restaurant se senti obligé de statuer que ce n'était pas un de leurs employés, que ça ne correspondait pas à leurs valeurs. Mais quand on parlait tout à l'heure du racisme, est-ce que la mort de George Floyd a changé quelque chose dans la perception? Mais la négrophobie en France, partout dans le monde, c'est quand même assez fort. On le voyait aussi dans le reportage, dans le Red Table Talk, qu'est-ce qu'il parlait? C'est comme quand tu es un immigrant, que tu arrives en Amérique, tu comprends la hiérarchie sociale. Je veux dire, le peuple l'Amérique s'est construite sur le dos des Noirs, donc on est à la base de la pyramide. Puis il y a toute l'influence du good minority, mais ça, c'est partout. Je veux dire, si tu es une good minority, tu ne dis rien, tu fais pas rien, tu t'endures tout. Mais là, si on décide de statuer, de se lever, de dire quelque chose, là, écoute, c'était les insultes. Ça me fait penser aussi aux joueurs de football qui restent sur le terrain quand ils sont insultés. Je veux dire, à un moment donné, c'était Kesten. Je veux dire, cette femme qui a filmé cette agression-là, cet agresseur-là, était beaucoup plus courageuse que tous ces joueurs qui gagnent des millions, là, qui ont cette voix qui pourrait être tellement plus puissante. Donc, c'est mon opinion par rapport à ça. À partir, qu'avez-vous pensé de Naomi Osaka, de sa sortie par rapport à la santé mentale, le fait qu'elle a choisi de ne pas s'adresser aux médias dans son tournoi à Roland-Garros, et puis que elle a été jugée coupable ou whatever là, par le comité. Ils l'ont donné une amende, puis elle a payé son amende, puis elle a quitté. Moi, je l'applaudis personnellement. On en parlait à la maison, puis on se demandait, je suis pas nécessairement le tennis, les règles par rapport à tout ce qui est les obligations des athlètes et tout ça. Donc, qu'en pensez-vous? Maintenant, le 1er juin, c'était radiocanada.ca qui nous rappelle un autre anniversaire. C'est comme les anniversaires pour aujourd'hui. C'est ça la thématique anniversaire. Donc, malheureusement, c'était il y a 100 ans. C'est un massacre perpétré en 1921 dans un quartier de Greenwood. Donc, c'est 1200 édifices qui ont été incendiés. C'est comme des white supremacists qui ont décidé de s'attaquer au Black Wall Street de l'époque. Donc, c'était vraiment un endroit qui était connu pour ça. C'était des business black-owned qui prospéraient et les white supremacists se sont associés pour faire toutes sortes de meurtres, carrément. Ils ont fait larguer des bombes avec des avions privés. Ça a été un massacre. Il y a eu une rencontre avec Joe Biden le 31 mai pour honorer les victimes et les survivants. C'est 3 survivants qui ont entre 101 et 107 ans. Donc, Viola Fletcher, Hugh Van Ellis, puis Leslie Benningfield Randall.
Donc, imaginez le traumatisme que vous avez eu, le pire, mais multipliez-le fois comme... Puis eux, peut-être, on peut commencer à comprendre qu'est-ce qu'eux ont vécu toute leur vie. Donc, le gouvernement, tout le monde s'est comme mis à dos. Il n'y a pas personne qui a rien fait par rapport à ça. Ça a pris 100 ans avant qu'il y ait un président qui dise « Je vais mettre cette horreur au grand jour. On saura votre histoire. » Comme... Ouais, Biden qui dit « Je veux exposer au grand jour l'injustice dont la communauté noire a été victime. » Donc, c'était surnommé le Wall Street noir. Donc, encore une fois, il y a eu une veillée à la chandelle dans de la nuit entre le 31 mai et le 1er juin. Et puis, à Oklahoma, c'était dans le même... parce que Tulsa, c'est dans Oklahoma. Le plus gros attentat qui avait eu lieu, c'était à Oklahoma City. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était encore en lien avec la suprématie blanche. C'est une triste page d'histoire. Il faut savoir l'histoire, mais c'est des tristes anniversaires que nous célébrons, malheureusement. Donc, vous pourrez aller lire cet article à propos du centenaire du massacre de Tulsa. Donc, c'était dans radiocanada.ca en date du 1er juin. Ensuite de ça, le 2 juin, avez-vous vu cette influenceuse française qui s'ajoute à la liste des gens qui font des blackface? Elle avait juste la moitié de son visage, puis là, elle s'est comme excusée, mais pas excusée, parce qu'elle voulait rendre un hommage. Ouais, c'est ça. Donc, une autre personne, another one qui ne comprend pas, qui est comme, ah, mais elle a lancé à ses 3 millions d'abonnés, on va faire un challenge. Donc, voilà, c'était ce qui se termine aujourd'hui pour les infos d'Azemka avec ce demi-blackface de Jazz Correa, cette influenceuse candidate de télé-réalité. Donc, étiez-vous au courant de ça? Avez-vous vu ça? Avez-vous vu son excuse aussi sur sa story? Ben, c'est pas vraiment une excuse de qui est comme, ah ben je veux adopter, puis c'est un hommage. J'ai rien à me reprocher parce que je voulais passer un message d'amour. Alright. So, qu'en pensez-vous? Vous savez mon opinion déjà là-dessus. Sinon, on se revoit pour le 11e épisode. Je peux pas vous promettre que ça va être la semaine prochaine, mais le plus tôt possible. Donc, si vous avez aimé, partagez.